Aucun des trois n'a le permis. Le garçon et la fille sont trop petits pour l'avoir, parce que ce sont des enfants. Le père est un peu plus vieux que les enfants, forcément, mais pas tellement non plus. Il y a sûrement encore des gens, sans chercher à le flatter, qui l'appellent « jeune homme ». Il aurait pu apprendre à conduire, mais cela ne lui disait rien. De toute façon, les voitures ne servent pas à grand-chose, on se débrouille très bien sans elles. Par exemple, ce matin, ils prennent le train. Ils partent à la campagne, chez le grand-père et la grand-mère. D'habitude, c'est le grand-père qui transporte toute l'équipée. Mais cette fois, il n'est pas là, et la grand-mère non plus. Ils auront la maison pour eux tout seuls. Ce train-là, c'est un peu l'aventure. Il n'est pas comme ceux qu'on prend le samedi ou le dimanche, avec des sièges serrés les uns contre les autres et des gens debout qui s'agrippent à des barres. Dans ce train qu'on prend pour aller à la campagne, chaque famille a une petite case spécialement prévue pour elle. Le père est assis avec la fille sur une banquette en face du garçon qui est assis sur une banquette aussi. Il y a plein de place à côté de lui. Ils en ont profité pour y poser le sac avec le goûter. C'est un petit salon de luxe pour aventuriers. C'est confortable. On pourrait même s'allonger si on le voulait, mais le garçon et la fille préfèrent se coller à la vitre pour voir les champs, les villages et les usines qui défilent dans le paysage. De temps en temps, ils se passent le paquet de biscuits au chocolat de la main de l'un à la main de l'autre. La maison, ils la connaissent par cœur. Ils s'y ennuient tous les étés et même parfois pendant les petites vacances. Ils y sont comme chez eux. Ils font une promenade d'un côté du village et le lendemain de l'autre côté. Parfois, il y a une fête sur la place et la fille gagne un lapin à la loterie. Le garçon est jaloux parce que c'est toujours elle qui gagne. Ensuite, comme on ne veut pas manger le lapin, on le donne au voisin qui le gardera en pension. C'est en tout cas ce qu'il prétend. Et les enfants font semblant d'y croire. Quand ce n'est pas la fête, il n'y a pas grand-chose à faire dans le village. C'est la campagne. Pour les courses, il faut faire attention de ne rien oublier parce qu'il n'y a pas de magasin ici, tout est très loin. Heureusement, le camion du boulanger passe le matin et c'est pratique. Ce soir, le père se rappelle que la boîte de Nesquik est vide. Ils l'ont fini ce matin et il n'y aura plus rien pour le petit déjeuner de demain. Il vivait sur les réserves, c'était précaire, et il arrive ce qui devait arriver. Le père craint le drame. Le bol de lait chaud nature, c'est le fiasco assuré. Il doit sauver les vacances pendant qu'il en est encore temps. Dans le patelin d'à côté, il y a une épicerie qui ferme à 18h. Le vélo grince un peu. Cela fait des années qu'il est suspendu dans la grange. À tous les coups, le grand-père ne sait même plus qu'il en a un. Il tiendra bien jusqu'à l'épicerie. Les enfants ne restent pas souvent seuls à la maison. Peut-être même jamais. Dans cette maison-là, en tout cas, c'est la première fois, c'est certain. Je ne serai pas long. Ne faites pas de bêtises. Soyez sages, les petits bandits. Ce sont les recommandations du père, qui part faire crisser le dérailleur sur la départementale. Il fait aussi vite qu'il peut. Quand il est de retour à la maison avec la boîte de Nesquik, le vélo n'emmène pas large, mais lui, il est rassuré pour le petit déjeuner. Le garçon et la fille n'ont pas bougé d'un pouce. Ils sont dans le salon. Tu parles de bandits. Ils ont réussi à brancher la Nintendo sur la télévision. Alors, ils n'ont pas vu le temps passer. Il faut dire qu'un jouet comme celui-là, ils n'en ont pas chez eux. C'est celui des cousins, qui sont plus grands qu'eux, tellement grands qu'ils ne jouent plus à la Nintendo et qu'ils l'ont abandonné ici, en pleine campagne. Souvent, l'après-midi, ils jouent aux fléchettes dans le jardin. Ils accrochent la cible de liège sur le vieux mur de pierre au-dessus des tomates du grand-père. Le garçon est nul à ce jeu, il rate toujours le cercle tendre où la pointe doit s'enfoncer. Sa flèche tape le mur et tombe dans les tomates. De toute façon, ils n'ont pas le choix.
S'ils ne mettent pas la cible sur ce mur-là, ce sera au-dessus des fleurs de la grand-mère, et ce ne sera pas mieux. Le père, il rigole. Ce sont des après-midi qui paraissent parfois interminables et qui, finalement, passent trop vite. Le garçon et la fille ne savent pas que c'est précieux. Le père sans doute, un peu, mais il ne sait pas encore à quel point. Plus tard, quelques années ont passé. Le garçon et la fille sont toujours des enfants. Ça ne grandit pas si vite qu'on croit, un enfant. On va voir la mère, dit le père. On l'a déjà vue, disent le garçon et la fille, qui ont raison, parce qu'ils y ont été avec leur mère l'année d'avant. Oui, mais celle que je vais vous montrer est spéciale, explique le père. C'est celle où j'allais quand j'étais petit. Quand tu étais petit, comment ? Demande le garçon. Quand j'étais un peu moins petit que toi, mais un peu plus que ta sœur, répond le père. Alors, la fille est toute contente parce que c'est vrai qu'elle est plus grande que le garçon, elle ne le fait pas exprès, c'est juste qu'elle a 2 ans de plus, et on en prend des centimètres en 2 ans. Elle sourit de toutes ses dents, par fierté. Le garçon sourit aussi parce qu'il est content de partir en vacances, mais il a moins de temps qu'elle, il lui en manque une devant. Voir cette mer-là, c'est assez compliqué, parce qu'elle est très loin de chez eux. Elle est tout au bout de la France. Ils prennent un train de nuit qui va rouler sans s'arrêter depuis le soir jusqu'au matin. Un train de nuit, c'est un petit peu comme le train qui va à la campagne. On voyage dans des compartiments. La différence, c'est qu'au-dessus des banquettes, il y a d'autres banquettes, comme les lits superposés qu'on voit parfois dans les chambres des copains, mais 3 par 3. Cette fois, il y a tellement de monde dans le train qu'on ne peut pas laisser le sac du pique-nique à côté de soi, parce qu'il n'y a pas de place vide. Dans leur compartiment, il y a déjà d'autres personnes qui sont installées et qui vont passer la nuit avec eux. La nuit tombe. Tout le monde décide que c'est le moment d'éteindre la lumière et de dormir. Il faut déballer les draps que la SNCF a déposé pour chacun dans un sachet en plastique. Ce sont des draps pour une personne, fermés sur 2 côtés. On les appelle des sacs à viande, dit le père. L'image dégoûte un peu les enfants, mais en même temps, ça les fait rigoler. Il y a un monsieur qui est couché tout en haut, au-dessus du garçon et de la fille, et qui ronfle très fort. Il y en a un autre qui est installé au milieu, au-dessus du père, et qui est avachi, ni vraiment assis, ni vraiment couché, dans l'espace exigu de sa couchette. Il garde son réveil à la main. Toutes les 5 minutes, il sursaute et allume une lampe de poche pour éclairer le cadran, puis il grogne. On dirait qu'il ne veut surtout pas s'endormir, parce qu'il craint de rater sa station demain matin, ou parce qu'il imagine qu'on va le dévaliser pendant la nuit. Il fait un peu peur. C'est peut-être un bandit très recherché. Au matin, le réveil du monsieur sonne. Il met un temps pas possible à l'éteindre parce qu'il l'a laissé tomber de sa main pendant qu'il dormait et qu'il a roulé sous la banquette. Puis il descend du train, quelque part, dans une gare. Le père et les enfants, eux, peuvent traîner encore au lit, parce qu'ils vont jusqu'au bout de la ligne. À l'arrivée, le père dit « Pliez vos draps, on va les garder avec nous. Ils nous serviront pour nos vacances parce qu'il n'y en a pas dans l'appartement où nous allons habiter. » Alors, le garçon et la fille rangent les draps blancs de la SNCF dans le sac. Ce sont eux, les bandits. L'endroit où ils débarquent, c'est une petite ville qu'ils ne connaissent pas. Le père s'en souvient vaguement, mais elle a sûrement changé depuis qu'il a grandi. Tout ce qu'il ne reconnaîtra pas, tous les souvenirs qui lui feront défaut, il pourra dire que c'est parce que le temps a passé et que la ville a été transformée à son insu.
Il a bon dos, l'urbanisme. Si je me souviens bien, dit le père, s'ils n'ont pas tout fichu en l'air entre-temps. Il y a une petite place là-bas, au bout de cette rue. Juste après, ce sera le port. On y trouvera un tas de café face à la mer. On aura l'embarras du choix pour le petit déjeuner. Et on aura des croissants, demande le garçon. On aura même des pains au chocolat, répond le père. La fille, elle, ne dit rien, parce qu'elle n'aime pas parler au réveil. Les rêves de la nuit sont encore coincés dans sa tête. Il faut les laisser se dissiper doucement. À la table du café, quand ils ont terminé de tout manger, le père sort de son portefeuille un billet de 500 francs. Il le donne au serveur avec un peu d'embarras parce que c'est mal vu d'utiliser un billet si gros pour payer un petit déjeuner, et dans son portefeuille, il y en a encore d'autres. Le garçon et la fille sont très impressionnés parce que c'est la première fois qu'ils en voient de ce genre-là. Ils sont verts et ils sont décorés avec la photo de Pierre et Marie Curie. Ils connaissent bien Pierre et Marie Curie, c'est le collège où ils iront quand ils seront grands. Alors, tu parles que leur nom leur dit quelque chose. Les billets sont tout neufs et bien rangés, comme dans les films de bandits, où on les voit alignés par kilos dans des valises. Le père leur explique qu'il a dévalisé sa banque avant de partir pour pouvoir payer les vacances. Le garçon et la fille ne le croient pas. Ils ont bien compris que c'est une expression figurée. C'est une manière de leur dire qu'il s'est donné du mal pour préparer ce voyage, parce que c'est un voyage important pour lui. Il y tient beaucoup. Le garçon et la fille comprennent que ce sera un voyage important pour eux aussi, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils le sauront plus tard. Le père, lui, le sait sûrement déjà. Il n'a pas choisi ce moment par hasard. Il sait que chaque moment compte. L'endroit où ils habitent pendant ces quelques jours, c'est un petit appartement qui n'a l'air de rien. Le garçon et la fille ne s'en souviendront sûrement pas. Ils auront d'autres souvenirs plus intéressants. Ils se rappelleront seulement qu'ils dorment ensemble dans un grand lit, entre les deux draps blancs qu'ils ont piqués à la SNCF et qu'ils ont dépliés pour les mettre en dessous et en dessus. Avant d'éteindre la lumière, le père se couche entre eux à plat ventre sur le drap pour leur raconter une histoire. C'est un feuilleton qui n'a ni queue ni tête. Ils ne sont pas sûrs de tout comprendre. Il est souvent question d'un chien, un grand chien noir qui se trouve toujours là où il ne doit pas être et qui fait des bêtises incroyables. Immanquablement, à la fin, il se fait prendre. Les histoires se ressemblent et se prolongent d'un soir à l'autre. C'est un peu confus. Après coup, les enfants réaliseront que le père n'y comprend pas grand-chose non plus à ces fables parce qu'il les invente au fur et à mesure. Quand il a terminé son épisode, il va dans la cuisine et il veille, tard, avec un livre et des cigarettes. Quelquefois, le garçon ne s'endort pas tout de suite et il aime bien regarder le rai de lumière sous la porte et entendre le tintement du cendrier sur l'évier ou le bruissement d'une page tournée. Puis il s'endort sans s'en apercevoir, tirant un peu à lui le drap blanc que sa sœur s'est accaparé dans son sommeil. Je vais vous montrer la maison où je passais mes vacances quand j'étais petit, dit le père. C'est une petite maison qui fait partie d'une grappe de maisons toutes pareilles au bord de l'eau. On y va de ce côté-là en passant par la plage. Elles ne sont pas tout près, les maisons dont parle le père. Il faut marcher longtemps dans le sable. C'est fatigant parce que le sol se dérobe. C'est comme si on parcourait une distance 2 fois plus grande à chaque pas. Mais c'est quand même un raccourci, dit le père. Parce qu'en passant sur la côte, on se perdrait. La route ne va pas droit. Il y a un moment dans leur périple où la bande de plage se rétrécit. Elle devient très étroite. Les vagues viennent presque lécher les pieds des rochers. Heureusement qu'on est à marée basse. Le père explique que si c'était la marée haute, ils auraient de l'eau jusque-là. Et il dessine un trait avec son doigt sur le front de la fille. Le garçon, lui, serait carrément sous l'eau.
Ils marchent un temps infini sur le sable et ils arrivent probablement jusqu'aux maisons. Peut-être qu'ils voient les maisons, et peut-être qu'ils ne les voient pas. Les enfants n'y attachent pas trop d'importance, ils ne s'en souviendront pas. Ils ne sauront pas raconter cette partie-là de l'histoire. Pour le père, en revanche, ces petites maisons veulent dire beaucoup, et il est heureux de les revoir. Ou bien, il est déçu de ne pas les retrouver. Sur ce sentiment-là, on ne pourra pas en savoir plus, car même s'il imprime très fort la marque de cet après-midi dans sa mémoire, il n'aura pas le temps de s'en souvenir beaucoup. Dans le doute, si on nous le demande, on pourra toujours dire que les maisons n'existent plus, qu'elles ont disparu, et que c'est la faute à l'urbanisme. Au retour, ils reprennent la même route en sens inverse. Les enfants en ont assez, ça commence à bien faire. Mais il faut se dépêcher, dit le père, à cause de la marée qui monte à la vitesse d'un cheval au galop. La mer va recouvrir la bande étroite où nous sommes passés tout à l'heure, et il faudra nager. Avec les rochers et puis le courant très puissant, ce ne sera pas évident, je vous préviens. Alors, les enfants se mettent à bondir dans le sable, comme des bandits en cavale. Ils imaginent qu'ils sont recherchés par la police à cause des draps de la SNCF, ou à cause des billets de Pierre et Marie Curie rangés par paquets de 10. Cela leur donne de bonnes raisons de courir, si la perspective d'être engloutis par la mer ne leur suffisait pas. Ils regagnent la ville, essoufflés, mais fiers de leur exploit. Ce n'est pas cette fois-ci qu'ils se feront prendre. Lorsqu'ils sont bien installés à la terrasse du café, la paille entre les lèvres pour souffler dans la grenadine et faire des bulles roses, le père peut leur dire la vérité. En fait, sur cette mer-là, il n'y a pas de marée haute ni de marée basse. C'était une blague. Elle reste toute la journée à la même hauteur. Et le coup de la banque qu'il a dévalisé avant de partir, c'était une blague aussi. Mais ceci, le garçon et la fille le savaient déjà, ils ne sont pas bêtes. Quant à la SNCF, faut pas s'en faire. Elle ne s'est sûrement pas aperçue qu'ils ont volé les draps, 3 de plus ou 3 de moins pour elle. C'est pareil, ce n'est pas vraiment du vol. Et de toute façon, on les rendra dans le train du retour et on sera quitte. Alors, on n'est pas vraiment des bandits ? Demande le garçon. Pas vraiment, répond le père. Mais on peut faire comme si, dit la fille. Les vacances sont belles, mais on peut dire qu'ils ne les ont pas volées. Quand le père meurt, il sait que cela allait arriver. Ce n'est pas vraiment une surprise. Mais il n'est plus là pour l'expliquer aux enfants, qui découvrent ça tout d'un coup. Il faut qu'ils comprennent ce que cela veut dire. Ils comprennent bientôt qu'on leur vole leurs vacances, celles qui auraient pu avoir lieu un jour, dans le futur. Il n'y aura plus jamais le père, le garçon et la fille dans le même compartiment de train, roulant vers la mer ou vers la campagne. Le garçon et la fille iront ailleurs, différemment, parfois ensemble et parfois séparément. Et même s'ils n'en parlent jamais, ils s'accrochent très fort au souvenir de ces moments déjà passés, qui n'avaient pourtant pas l'air d'être si importants quand ils les ont vécus. Ils se souviennent de certains moments plutôt que d'autres. Ils ne le font pas exprès, c'est comme ça. Le garçon se souvient du père qui dit « Soyez sages, les petits bandits ». Dans leur cavale, s'ils ont volé quelque chose, les petits bandits, c'est du temps, juste un peu de temps.